Si d'un côté je vous parle de Pindo et la Bucia, du Monte Riberenos, de l'Ombre du Gaucho, du Reas, de Cabo Polonio, Montevideo, Punta del Este, Tabaré Vázquez, Daniel Viglietti, Héctor Núñez, Eli Meneros, la première Coupe du Monde de l'histoire, le Maracanazo, Oscar Tabarez, Luis Suarez ou encore Edinson Cavani. Et de l'autre que je vous parle de l'or, du cacao, du kenkei, du kelewele, de l'akpeteshi, du jeu Awale, d'Accra, ses jardins botaniques, son Memorial Park, de Kumasi, de Cape Coast, de Kofi Annan, de John Agyekum Kufuor, de Jerry Rawlings, des Black Stars, d'Abedi Pelé ou encore de Michael Essien. Vous aurez deviné que je parle bien sûr non pas d'un pays, mais de deux pays différents, l'Uruguay d'un côté en Amérique du Sud et le Ghana en Afrique de l'autre côté, deux pays dont je vais vous présenter tout ce qu'il faut savoir alors qu'ils vont participer à la Coupe du Monde en fin d'année. Destination Coupe du Monde épisode 3, on est parti. Donc je vais commencer par l'Uruguay cette vidéo et remercier bien sûr mon ami Football Therapist qui est donc un compte Twitter mais aussi bien sûr une chaîne YouTube en 4 langues différentes qui m'a beaucoup aidé pour la préparation de cette vidéo que je remercie. Je vous mets tous les liens bien sûr dans la description. Donc on va commencer par parler d'Uruguay, petit pays coincé dans le sud-ouest de l'Amérique latine qui partage ses frontières avec le Brésil et l'Argentine d'une superficie de 176 000 km². Il n'est composé pourtant que de 3 millions d'habitants, dont près de 30% sont concentrés dans la capitale Montevideo. D'ailleurs, la plupart des clubs de division 1 uruguayenne sont issus de la capitale Montevideo. La boisson nationale, c'est le maté, point commun avec l'Argentine, pays avec lequel l'Uruguay partage pas mal de choses. Culturellement, il y a notamment l'accent ou encore les gauchos, les paysans qui sont nommés de la même manière dans les deux pays. D'ailleurs, on surnomme un petit peu l'Uruguay la Suisse de l'Amérique du Sud, de par ses positions démocrates, prônant plutôt la liberté, mais aussi sa taille et son économie. Son économie est justement basée sur l'agriculture, dont l'élevage, mais aussi l'industrie agroalimentaire et le tourisme. Historiquement, c'est un pays qui est beaucoup lié au Brésil et à l'Argentine. En fait, l'émergence de l'Uruguay vient d'un conflit entre l'Argentine et le Brésil qui se termine en 1821 avec l'annexion de ce qui est aujourd'hui l'Uruguay par le Brésil. Et puis finalement, il y a une guerre d'indépendance qui va être relancée en 1825, achevée quelques années plus tard. Et c'est en 1830, le 18 juillet, pour être exact, que l'indépendance de l'Uruguay est proclamé. L'Uruguay a deux surnoms, d'abord Charrua, qui étaient en fait les Indiens qui vivaient à l'époque, donc c'était le peuple Charrua il y a très longtemps, avant la colonisation, et évidemment la Céleste, qui est donc notamment le surnom de la sélection uruguayenne. La fédération uruguayenne a justement été créée en 1902, près de 30 ans après l'introduction du football en Uruguay à Montevideo, dans le Montevideo Cricket Club en 1870. Le Montevideo Cricket Club, c'était un club de cricket bien sûr à la base, qui a été créé par des émigrants anglais en 1861. Le lien entre l'Uruguay et le football, il est très important. Aujourd'hui, les fans uruguayens sont complètement fous de football, qui est le sport principal, bien sûr, dans le pays. Et ça s'explique notamment par un lien historique très fort entre les Uruguayens et le football, parce que le pays a énormément réussi au début de la démocratisation du football. Alors dans ce qu'on a appelé le Campeonato Sudamericano, donc l'ancêtre de la Copa América, l'Uruguay a remporté la première édition en 1916, mais a également remporté les éditions 1917 et 1920, et donc aujourd'hui ils sont co-leaders au nombre de victoires avec 15 avec l'Argentine, sauf que l'Argentine a perdu plus de finales que l'Uruguay, donc au final le taux de réussite est plus important en Uruguay. Donc il y a une domination continentale et puis il y a surtout une domination mondiale au début des années 1920, puisque la Céleste rejoint la FIFA en 1923, juste à temps pour participer à l'épreuve de football des JO 1924. Ils vont rouler sur la compétition et s'imposer, gagner la médaille d'or bien sûr. Ils vont également gagner la médaille d'or 4 ans plus tard en 1928 en battant l'Argentine. Et puis il va y avoir la première Coupe du Monde qui arrive en 1930, organisée en Uruguay, et qui va être remporté bien sûr par le pays hôte, l'Uruguay battant cette fois-ci l'Argentine 4-2, encore une fois l'Argentine battue devant 93 000 personnes. L'Argentine qui va donc devenir le rival principal de l'Uruguay, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans les années 1930, on est vraiment au summum de la rivalité entre les deux sélections. Les fédérations se détestent tellement
qu'on va arriver à un point où le Campeonato Sudamericano ne pourra pas être organisé pendant quelques années, tant il y a de tensions entre les deux fédérations. Les années 1930, c'est aussi un moment où l'Uruguay et l'Argentine, pour le coup, vont se mettre d'accord sur de l'opposition face au football européen. Je m'explique. En 1934, l'Uruguay refuse d'aller à la Coupe du Monde organisée en Italie parce que beaucoup de pays européens avaient refusé d'aller en Uruguay en 1930, invoquant des raisons financières. En 1938, c'est également l'Uruguay avec l'Argentine qui décide de refuser d'aller en France pour la Coupe du Monde parce qu'ils auraient préféré que ce soit organisé en Amérique latine. Finalement, la deuxième participation de l'Uruguay en Coupe du Monde, elle n'intervient qu'en 1950, après la Seconde Guerre mondiale, pour la 4e Coupe du Monde de l'histoire. La phase finale est un petit peu différente, j'en ferai une vidéo un jour tellement c'est incroyable, c'était une phase de groupe à 4 équipes, avec du coup chaque équipe qui rencontrait les autres, et finalement il y a quand même eu une forme de finale entre le Brésil et l'Uruguay dans le dernier match, puisque le vainqueur allait finir premier du groupe. Je rappelle que la compétition se déroulait au Brésil, qui a ouvert le score d'ailleurs contre l'Uruguay lors de ce match, mais l'Uruguay a remonté et s'est imposé 2-1 devant un Brésil complètement médusé. C'est une tragédie au Brésil, cette défaite à domicile qui aurait dû être la première victoire en Coupe du Monde du Brésil. Cette confrontation est tellement importante dans l'histoire du Brésil qu'elle a même un surnom, le Maracanazo. Derrière, c'est un petit peu la fin de la belle époque pour l'Uruguay. Déjà, en 1954, il y a une demi-finale, et puis ensuite de 1956 à 2006 inclut seulement 7 participations en 13 éditions, une demi je crois en 1970. Depuis 2010, c'est un petit peu mieux, il y a une demi-finale en 2010, puis un huitième de finale en 2014 et un quart de finale perdu contre la France en 2018. Deux anecdotes à vous raconter. La première, c'est évidemment revenir sur cette Coupe du Monde 2010, et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai choisi d'aborder le Ghana dans un deuxième temps. Il y a cette confrontation entre le Ghana et l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, où à la toute fin des prolongations, sur un très bon ballon ghanéen qui allait rentrer dans les buts, Luis Suarez se sacrifie dans un geste qui a fait scandale, où avec les mains, il a tout simplement repoussé à la manière d'un gardien ce qui aurait dû être un but ghanéen. Carton rouge pour Luis Suarez bien sûr, penalty pour le Ghana qui aurait pu devenir le premier pays africain à aller en demi-finale de Coupe du Monde. Malheureusement, Asamoah Gyan met le penalty sur la transversale, et ensuite il y a une séance de tir au but, et si Gyan cette fois-ci met son penalty, ce ne sera pas le cas de deux de ses partenaires, et donc l'Uruguay va se qualifier grâce aux mains salvatrices de Luis Suarez. Voilà, ça avait fait un énorme scandale. À l'époque, certains avaient crié au génie, d'autres au scandale. Aujourd'hui, je ne saurais toujours pas où me placer. Et la deuxième anecdote, c'est le baby football, des tournois de foot organisés pour les très très jeunes enfants, qui leur permettent de baigner directement dans la culture du football. Plein de tournois de partout, ils jouent énormément, et les contacts sont déjà autorisés, notamment les tacles. Et donc voilà, c'est une culture un petit peu rugueuse, on va dire, du football, qui est enseignée dès le plus jeune âge aux enfants. Allez, on passe à la sélection et à sa qualification pour la Coupe du Monde 2022. L'Uruguay a longtemps souffert d'ailleurs dans les qualifications de la zone âme sud. Ils ont notamment enchaîné 5 matchs avec seulement 1 point en 5 matchs des journées 10 à 14, mais ils ont fini sur les chapeaux de roue avec 4 victoires en 4 matchs, et ils ont assuré une 3ème place de la phase qualificative, loin derrière le Brésil et l'Argentine avec 28 points, 8 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Dernièrement, lors de la tournée de juin, c'est plutôt bien passé, victoire 3-0 contre le Mexique, match nul contre les États-Unis et victoire 5-0 contre le Panama. Alors maintenant, je vais vous parler bien sûr de la sélection qui devrait se rendre en Coupe du Monde à la fin de l'année, mais d'abord un petit mot sur l'ancien sélectionneur qui a été viré en 2021, Oscar Tabarez, qui a fait énormément pour le foot uruguayen. Il a gagné notamment une Copa América en 2006 et fait la demi-finale de Coupe du Monde en 2010. Alors certes, il était malade et il a eu des résultats un petit peu moins bons ces dernières années, mais il a énormément apporté au foot uruguayen, et son éviction a fait beaucoup parler. Il a notamment créé une formation élite des jeunes uruguayens pour leur permettre de mieux s'acclimater au football européen. Et donc sur ces quelques mots, on va passer sur les joueurs qui devraient être a priori sélectionnés pour la fin de l'année. Tout d'abord, quelques mots sur le nouveau sélectionneur, Diego Alonso, qui avec son arrivée a apporté de nouveaux très bons résultats pour l'Uruguay, notamment la qualification pour la Coupe du Monde cette année. C'est un ancien joueur qui a notamment joué en Espagne, en Argentine ou encore en Uruguay, même un petit passage en Chine si je dis pas de bêtises, et qui a entraîné bien sûr en Amérique latine, au Mexique et à l'Inter Miami tout récemment, et donc depuis 2021, il est sélectionneur de l'Uruguay. Au niveau du système, on devrait être comme dans pas mal de sélections sur un 3-5-2, les sélections qui utilisent de plus en plus ce système avec 2 pistons et une défense centrale pour le coup qui est assez solide côté Uruguay. Araujo de Manchester United, Godin qui était avant à l'Atlético Madrid et qui est maintenant au Vélez Sarsfield, et son compère de l'Atlético, Jiménez, qui est toujours à l'Atlético lui pour le coup mais qui est blessé actuellement si je dis pas de bêtises. A priori ça devrait pas bouger cette défense à 3.
En piston gauche, normalement ça devrait être Mathias Oliveira, le piston de Naples. Sinon, apparemment, il y a Mathias Vigna de la Roma qui pourrait également avoir sa chance. À droite, pour le coup, joueur qui est très bon avec la sélection, qui n'a pas forcément très bien marché en club, c'est Pellistri, qui joue actuellement à Manchester United et qui est ailier de formation de base, donc qui recule un petit peu d'un cran, mais du coup c'est un piston qui apportera beaucoup offensivement. En milieu, pour l'instant, le duo qui est à peu près assuré de sa place, c'est Betancourt de Tottenham et Federico Valverde, bien sûr, du Real Madrid. Apparemment, il y a Torreira, évidemment, l'ancien joueur d'Arsenal qui a signé à Galatasaray, qui sera un très bon troisième homme, qui pourra être remplaçant ou alors dans une rotation, apporter beaucoup à l'équipe. En numéro 10, a priori, ce sera le joueur de Flamengo, De Arrascaeta, que je découvre un petit peu grâce à Football Therapist. Merci encore. Apparemment, en 10, il y a également Diego Rossi, qui pourrait être intéressant, ou en tout cas en second attaquant. Parce que devant, au niveau des places, globalement, ils sont 3 pour 2 postes. Initialement, je vous aurais resté bien sûr Cavani, Suarez, mais avec la signature de Darwin Nunez à Liverpool, il va a priori très certainement être titulaire dans cette équipe. La question c'est qui l'accompagnera, est-ce que ce sera Cavani ou Suarez? Mon petit doigt me dit que le retour au pays de Luis Suarez va peut-être lui permettre d'aller accrocher cette place de titulaire, mais en tout cas, il sera sûrement remplacé par Cavani ou ce sera l'inverse, mais globalement les deux joueurs auront beaucoup d'importance. Cavani, Suarez mais aussi Godin, ça risque d'être leur dernière Coupe du Monde, ils auront énormément de choses à donner. Et on se retrouve bien sûr à la fin de la vidéo pour le pronostic sur le groupe au total, parce que maintenant on va passer sur l'autre pays que je voulais aborder, le Ghana, bien sûr, les Black Stars. Le Ghana c'est donc un pays d'Afrique noire à l'ouest du continent avec une ouverture sur l'océan Atlantique, territoire de 238 000 km², dont que se partagent 32,3 millions d'habitants, éparpillés parce que pas forcément nombreux dans la capitale Accra qui ne compte que 2,5 millions d'habitants. Ces frontières sont partagées avec le Togo, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire. Son économie est bien sûr basée sur l'agriculture, la pêche et surtout l'exploitation de matières premières. C'est, je crois, un des premiers exportateurs d'or au monde, également deuxième producteur de cacao au monde à la Côte d'Ivoire, d'autres minerais et du pétrole. Évidemment, c'est un pays qui a découvert le football assez rapidement finalement, puisque c'était une colonie britannique du nom de Côte de l'Or, le football qui est arrivé donc à la fin du 19e siècle avec un club qui s'est créé à Cape Coast en 1903. Il y a l'équivalent d'une fédération qui est créée, la Gold Coast Football Association, en 1920, et la Côte de l'Or va disputer son premier match face au Nigeria en 1950. C'est aussi le premier pays d'Afrique noire à obtenir son indépendance le 6 mars 1957. Pour information, le Ghana en fait a été repris de l'empire du Ghana qui avait existé du 3e au 13e siècle, c'est un hommage bien sûr. Et 1957 du coup c'est l'année où la Ghana Amateur Football Association est créée et va reprendre la suite de la fédération, la Gold Coast Football Association qui avait été créée en 1920. Un an après, le Ghana rejoint en 1958 la FIFA et la CAF, la Confédération Africaine de Football. Du point de vue continental, la sélection des Black Stars se veut dominante lors de la seconde moitié du XXe siècle, avec notamment 4 CAN remportées de 1963 à 1982, mais aussi 2 finales disputées globalement sur 14 éditions. Ils sont allés 6 fois en finale, quasiment une fois sur 2. Leur dernier succès en CAN, c'est donc 1982 avec l'avènement de la star Abedi Pelé. Je vous mets dans la description aussi un article sur ce qu'étaient les Black Stars dans les années 1960, c'est super intéressant. En revanche, l'histoire au niveau mondial du football ghanéen prend un petit peu de temps à prendre forme, dans le sens où il commence les qualifications pour la Coupe du Monde en 1962, mais il faudra attendre le début du 21e siècle et la Coupe du Monde 2006 pour voir enfin le Ghana intégrer la phase finale d'une Coupe du Monde. Il faut dire que le format jusqu'à la fin du 20e siècle n'aidait pas trop, parce qu'il y avait très peu de présence des pays africains. C'est toujours le cas, on n'a que 5 pays sur 32 participants, c'est toujours la guerre un petit peu pour se qualifier, on y revient juste après. Et donc première édition en 2006, et ils sortent directement des poules, 8e de finale, s'ensuit l'épisode catastrophique de 2010 dont j'ai parlé côté Uruguay, ça a été un drame absolu, cette élimination très injuste pour le Ghana qui avait vraiment mérité sa qualification sur le terrain. Ensuite il va y avoir en 2014 une autre phase finale, cette fois-ci achevée au premier tour, et donc 2022, ça va être la 4e Coupe du Monde de l'histoire du Ghana. Quelques petites infos sur la place du football au Ghana, comme dans beaucoup de pays africains évidemment, c'est le sport national si je dis pas de bêtises. Il y a notamment Arsenal qui est pas mal implanté au Ghana avec un club, le Berekum Arsenal Football Club. Et je vous parle d'un petit village, Joaben, qui est complètement fan d'Aston Villa. Il y a un fan club de 1000 personnes sur 20% de la population pour le club anglais d'Aston Villa. Et le dieu vivant de ce village, c'est Paul McGrath, qui était un défenseur des Villains à l'époque. Je vous glisse un lien de SoFoot pour comprendre toute cette histoire dans la description. Article super intéressant, c'est une histoire de grand-père et de petit-fils finalement qui va faire perdurer la magie des Villains dans ce petit village, c'est super sympa.
Si maintenant je vous parle un petit peu de la qualification pour cette Coupe du Monde 2022, justement pour le Ghana, c'est vraiment passé vraiment par un trou de souris. D'abord, il y a la phase de groupe lors du deuxième tour de qualification où il termine à égalité de points avec l'Afrique du Sud dans un groupe où il y avait également l'Éthiopie et le Zimbabwe. Et ce qui a départagé les deux équipes, c'est le nombre de buts marqués, 7 pour le Ghana, 6 pour l'Afrique du Sud. Le Ghana est donc passé au tour suivant. C'était donc les barrages et ils sont tombés face au Nigeria, 0-0 au match aller à domicile et 1 partout au match retour. Et donc dans ces qualifications, il y avait encore la règle du but à l'extérieur. Donc vraiment par un petit trou de souris, le Ghana a réussi à se qualifier pour cette 4e Coupe du Monde de son histoire. Allez, maintenant je vais vous parler de la sélection qui pourrait se rendre du coup en Coupe du Monde à la fin de l'année. Alors pourrait au conditionnel parce que deux grandes raisons. La première, c'est que bon, je suis pas spécialiste du foot ghanéen, donc j'ai fait les recherches que j'ai pu pour trouver ce que devrait être la sélection de la fin de l'année. Mais surtout, il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint la sélection ghanéenne, profitant du côté binational et des nouvelles règles de la FIFA, et donc qui sont fait naturaliser ghanéens, et notamment des très bons joueurs. Je vais citer rapidement Iñaki Williams, Tariq Lamptey, Mohamed Salissou, Stéphane Ambrosius, Patrick Pfeiffer ou encore Ransford Yeboah, on va en reparler juste après. Il y a également Nketiah et Hudson Odoi qui pourraient rejoindre les rangs du Ghana, donc pas mal de choses qui ont bougé dans la sélection et donc ça fait que aujourd'hui rien que le système pourrait complètement évoluer. Moi de mon côté j'ai un petit peu trouvé des vidéos et notamment celle de Good Evening Ghana où Paul Adom Ochere reçoit le spécialiste Ibrahim Zebrilia qui lui propose plutôt un système en 3-5-2 que je vais vous présenter. Donc ça qui est intéressant aussi en fonction des youtubeurs que vous regardez, vous allez avoir des sélections un petit peu différentes et c'est assez riche pour vous je pense. Allez, tout d'abord je vous parle bien sûr du sélectionneur Otto Addo, 47 ans, ancien joueur en Allemagne, ancien international ghanéen également, qui était assistant coach de pas mal de clubs allemands, notamment Mönchengladbach et Dortmund, et qui est donc sélectionneur du Ghana depuis cette année. Il a été intérimaire et finalement il a été confirmé comme entraîneur principal. Alors voilà ce à quoi pourrait ressembler le Ghana à la fin de l'année. Vous voyez qu'il y a des étoiles, c'est les joueurs qui ont rejoint la sélection en tant que binationaux et qui ont donc choisi le Ghana. Et les petits points d'interrogation, c'est les joueurs qui pourraient éventuellement rejoindre la sélection d'ici la fin de l'année. Alors dans les choses qui risquent de pas trop bouger, il y a le gardien Wollacott qui est un gardien de Charlton en Détroit anglaise, qui pourrait être éventuellement remplacé par Nouroudine ou Ziggy, les deux évoluant en Belgique. Dans tous les cas, c'est un poste où le Ghana brille pas forcément beaucoup, peu d'expérience, en tout cas de talent. Par contre, en défense centrale, là, on a vraiment de la qualité. D'abord, Salissou, donc joueur de Southampton qui a été naturalisé, qui rejoindra Djikou et Amartey dans cette défense à 3. Djikou, le défenseur de Strasbourg pour le moment, qui pourrait quitter le club, mais ça c'est pas encore fait, et Amartey qui joue à Leicester, donc c'est un back three qui devrait être plutôt solide. Sur le côté, en piston à gauche, on devrait avoir Gideon Mensah, ancien joueur de Bordeaux, mais qui appartient au Red Bull Salzbourg, qui avait été prêté à Bordeaux la saison dernière, mais qui n'avait pas fait une très bonne saison. Sur la droite, par contre, on a un des meilleurs joueurs de la sélection, maintenant qu'il est sélectionnable, et sûrement un des joueurs à suivre dans cette compétition, c'est bien sûr Tariq Lamptey, le piston de Brighton. Derrière, au milieu, on va avoir Thomas Partey dans sa position préférentielle où il va pouvoir s'éclater en défense et également distribuer le jeu devant. A priori, devant, on devrait avoir Daniel Kofi Kieré à gauche de Freiburg et sur la droite, Mohamed Kudus de l'Ajax. Et devant, alors a priori pour l'instant on serait plutôt sur un duo André Ayew et le tout jeune Iñaki Williams, joueur de l'Athletic qui vient d'être naturalisé également ghanéen. Parmi les remplaçants ou les potentiels titulaires qui pourraient arriver, il y a évidemment Nketiah d'Arsenal, c'est pas encore fait de ce que j'ai compris, mais un duo Nketiah-Williams, ce serait quand même assez impressionnant. Dans les autres joueurs qui pourraient arriver ou qui sont à suivre, on a aussi Odoi sur la droite à la place de Lamptey, ou encore Hudson Odoi, le joueur de Chelsea, qui pourrait a priori briguer une place de titulaire. Dans les joueurs qui sont naturalisés, il y a aussi Stéphane Ambrosius du Hambourg SV, Patrick Pfeiffer de Darmstadt, Ransford Yeboah, encore une fois de Hambourg, qui auront forcément leur place. Et quand on regarde les remplaçants aussi, il y a le jeune Semenyo ou encore Souleymana, également l'expérimenté Jordan Ayew qui aura peut-être pas sa place. Pareil, un Ousmane Boukari qui a joué à Nantes l'année dernière, peut-être qu'il n'aura pas sa place du coup parce qu'avec tous les nouveaux joueurs qui ont été intégrés, difficile de faire une sélection. Mais voilà, il y a quand même maintenant du très beau monde au Ghana. Et donc on va terminer avec mon pronostic sur le parcours de l'Uruguay
et du Ghana. Alors un pronostic qui est un petit peu aidé pour l'Uruguay par mon ami Football Therapist, bien sûr, merci encore. Mais globalement, ça va être un groupe assez intéressant, le groupe H, avec le Portugal et la Corée du Sud. D'un côté, on a le Portugal qui, a priori, est favori pour la première place du groupe, mais attention, on sait jamais. Et la Corée du Sud, a priori, serait plutôt dernière du groupe. Alors, je pense pas à 0 points, je pense qu'ils auront embêté pas mal d'équipes. On se souvient qu'ils avaient battu l'Allemagne en 2018, notamment. Mais a priori, la deuxième place du groupe devrait se jouer entre l'Uruguay et le Ghana. Et ça va être un match assez incroyable parce que les deux pays s'affrontent à la fin de la phase de groupe en troisième match, et la qualification pour les huitièmes de finale devrait sûrement se jouer sur ce match-là. D'un côté, il y a l'Uruguay qui est avec un nouveau sélectionneur, et surtout qu'il y a des joueurs comme Cavani, Suarez ou encore Godin qui en sont à leur dernière Coupe du Monde et qui voudront tout donner pour faire plaisir à ce peuple uruguayen qui adore tellement le football. Et de l'autre, il y a le Ghana qui a aussi un nouveau sélectionneur qui va avoir beaucoup de nouveaux joueurs très talentueux dans l'équipe. Il va falloir organiser tout ça avec un jeune sélectionneur. En plus, la tâche est pas facile. Et en même temps, il y a cette revanche de 2010 qui est dans toutes les têtes. Le Ghana va vouloir venger l'affront de 2010 et cette élimination cruelle en quart de finale. Globalement, je pense quand même que l'Uruguay est un petit peu supérieur au Ghana. Même si le Ghana va avoir beaucoup de très bons joueurs, il va falloir réussir à créer un collectif autour de ça. C'est pas forcément évident, et je me dis que l'Uruguay a un collectif un petit peu plus huilé, avec peut-être un tout petit peu plus de talent, mais ça va être un match très serré. Moi, globalement, je vois, à mon avis, l'Uruguay de pas grand-chose, deuxième devant le Ghana, mais pour être honnête, j'aime tellement ces deux pays que si les deux pouvaient passer, ce sera encore mieux, mais ça risque d'être compliqué. Mais peu importe lesquels va passer, moi je serais plutôt content. Derrière, au-delà de cette phase de groupe, est-ce que l'Uruguay et le Ghana peuvent aller plus loin que les huitièmes de finale? Ça va être difficile, ça dépendra de l'adversaire, mais une fois qu'on est en phase éliminatoire, on peut pas s'empêcher de penser que l'exploit est possible. Moi je vois éventuellement, si le Ghana passait la phase de groupe, tenir jusqu'au 8e de finale, mais pas forcément plus loin, une équipe qui est encore jeune avec des nouveaux naturalisés. Par contre, gare à 2026, cette équipe va faire très très mal. Donc mon prono in fine serait plutôt Ghana 3e place, Uruguay à la 2e place qui pourrait viser jusqu'au quart de finale, mais derrière je pense que l'équipe serait un petit peu courte, et donc c'est sur ce pronostic qu'on va finir cette longue vidéo. Forcément je parle de deux pays, donc la vidéo va être un peu plus longue que si j'en parlais que d'un seul, mais j'essaie de synthétiser au maximum. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, la partager, à me dire aussi si au niveau de la longueur ça vous semble pas mal. J'aime bien introduire un petit peu l'histoire des pays, en parler un tout petit peu d'économie et parler beaucoup d'histoire de la sélection. Si ça vous intéresse moins, n'hésitez pas à me le dire et je synthétiserai un petit peu pour que les vidéos soient moins longues. Et également, je vous laisse une question en commentaire. Comment vous voyez le parcours du Ghana et de l'Uruguay? Lequel de ces deux pays va passer en huitième de finale? Est-ce que les deux pays vont peut-être même passer en huitième de finale? Répondez-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour Destination Coupe du Monde épisode 4. Et surtout pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.